Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe et aujourd'hui, c'est l'actu ludique du 30 janvier 2022. Alors, en ce 30 janvier, j'ai quelques nouvelles pour vous à vous présenter dans mon format, mon nouveau format habituel que j'aime bien faire. Je trouve ça court, rafraîchissant. Ça va assez rapidement, quelques nouvelles. Je ne me mets pas de pression non plus. Si j'ai deux nouvelles à vous présenter, ça sera deux. Si j'en ai plus que ça, ben, ça va être plus que ça. Donc, sans plus tarder, on va aller voir les nouvelles qui ont retenu mon attention dans les 2 dernières semaines. Le Festival de jeux de Cannes est l'un des événements de jeux de société les plus attendus à chaque année. Et c'est lors de ce festival que les prix des As d'or sont remis. Nous avons appris cette semaine les nominations pour les différentes catégories. Dans la catégorie Enfants, les nommés sont Attrape-Monstre, Bubble Stories et Pimpon. Dans la catégorie Générale, Jeux de l'année, les nommés sont Seven Wonders Architect, Cartaventura Lhasa et Happy City. C'est difficile pour moi de se prononcer dans cette catégorie puisque j'ai seulement joué à Seven Wonders Architect. J'ai quand même l'impression que c'est ce dernier qui va remporter le prix. Dans la catégorie Initié, les nommés sont Living Forest, Nouvelle Contrée et Oltré. Cette fois-ci, aucun des jeux que j'ai essayé pour le moment. Finalement, dans ma catégorie favorite, expert, les nommés sont Dune Imperium, Iki, Les ruines perdues de Narak. Il me reste seulement Iki à essayer dans cette catégorie et il m'attire beaucoup comme style de jeu. Je pense toutefois que le prix va vraiment se jouer entre Dune Imperium ou Les ruines perdues de Narak et pour ma part, je penche plus du côté de Dune Imperium. Super Meeple est un éditeur qui prend de plus en plus son envol et cette année, il nous arrive avec beaucoup de bons titres dans leur version française. Les jeux qui retiennent davantage mon attention dans ce qu'ils ont annoncé sont Terra Mystica Solo, qu'on devrait voir arriver au début de cette année 2022, Boon Lake plus vers le milieu de cette année, Imperial Steam vers la fin de l'année, également avec Coffee Traders et Fields of Arle, probablement plus du côté fin de l'année ou plus début 2023 pour le côté nord-américain. On se dirige sur GameFound avec la campagne de Purple Haze, un jeu immersif et narratif pour 1 à 4 joueurs se déroulant durant la guerre du Vietnam. À première vue, le jeu me fait penser à d'autres jeux de guerre qui sont plus des jeux solo que des jeux multijoueurs. Le jeu nous propose 8 missions interreliées dont les décisions que nous allons prendre vont avoir un impact sur les scénarios futurs. Chaque Marine que vous allez jouer aura sa propre histoire et ses propres caractéristiques qui vont également avoir un impact sur la façon de jouer chaque personnage durant les campagnes. Une version en français va être disponible si au moins 150 supporters choisissent ce langage. Une version retail est également prévue pour ce jeu que je vais attendre avec impatience. Le jeu est prévu pour mars 2023. Pixie Game nous arrive avec une nouvelle édition de l'un de mes jeux favoris, Newton. Cette nouvelle édition inclut l'extension Grande Découverte et est dès maintenant disponible en Europe. Je n'ai pas d'informations pour la disponibilité au Québec, mais espérons le voir arriver le tout cette année. On termine en rafale avec quelques dates de sortie de jeu dans les prochains mois. J'ai parlé de l'extension solo pour Terra Mystica il y a quelques instants et celle-ci est prévue en français pour le mois de mars 2022. Le tout dernier jeu avec le nom Simone Luciani sur la boîte, Golem, que j'attends avec impatience, est prévu en français également pour le mois de mars 2022. Pas de date pour l'instant pour la version anglaise. Finalement, un autre jeu que j'attends, Brazil Imperial, est prévu en français pour février 2022. Je garde quand même quelques réserves pour ces dates, mais espérons qu'elles vont bien tenir. C'est ce qui termine les nouvelles qui ont retenu mon attention dans les dernières semaines. Alors maintenant, du côté des jeux que j'ai joués dans les 2 dernières semaines, j'ai quand même eu quelques expériences
ludiques, toutes en format plateau. J'ai pas joué sur BGA dans les 2 dernières semaines. Je suis vraiment allé, j'avais plus le goût de jouer vraiment en format plateau à des jeux que je me suis procuré. Donc, je vais parler en premier, tiens, je vais y aller avec celui-là que j'ai déjà parlé dans les dernières semaines, qui est Anno 1800. J'ai refait une partie, en fait, filmée. Je vous présente ça très bientôt. J'ai terminé de filmer ça. Une partie contre un automa non officiel. C'est un automa qu'on peut retrouver en ligne sur BoardGameGeeks. C'est l'automa de Penelope, l'intelligence artificielle, qui est super bien fait. Offre un bon challenge, vraiment pour un automa non officiel. Je dis pas qu'il est peut-être pas balancé à 100%, là, on s'entend, c'est souvent ça, là, ça n'a pas été testé des milliers et des milliers de fois, mais pour ce qui a été fait, c'est vraiment très bien. Ça donne une belle expérience de jeu et j'ai très hâte de l'essayer aussi, Anno 1800 à plusieurs joueurs. C'est là que je pense que je vais vraiment trouver le plus intéressant, surtout peut-être à 3-4 joueurs. Et donc, Anno 1800, jeu pour 2 à 4 personnes, 120 minutes. Donc, une partie de 2 heures, effectivement. Même en solo, on va s'en tirer peut-être à 1 heure et demie. Donc, un jeu dans lequel on va développer notre colonie. J'en ai déjà parlé. La gestion des ressources est vraiment super intéressante. C'est les travailleurs qui produisent les ressources virtuellement qu'on dépense automatiquement dans le tour en cours. Donc, il n'y a pas de gestion de plein de petits cubes. Pas nécessaire. C'est vraiment les cubes qu'on a. C'est les travailleurs qu'on va envoyer dans les différentes usines. Et de notre tour, on va aussi construire des nouvelles usines. Des nouvelles usines, ça donne aucun point, là. Fait que les points, c'est vraiment de remplir les conditions de nos cartes qui sont nos villageois. Donc, des différentes classes, les paysans, ouvriers, artisans, ingénieurs et investisseurs. Donc, il faut remplir leurs besoins. C'est ça qui va nous donner des points. 3 points pour les artisans, pas les artisans, les paysans et les ouvriers. Puis les 3 autres, c'est 8 points par carte. Mais les autres, ils ont toujours 3 conditions, tandis qu'ils en ont 2 pour les autres. Il y a aussi des villageois du Nouveau Monde, que ça aussi, il faut les combler leurs besoins quand on va visiter le Nouveau Monde. On peut faire de l'exploration qui demande d'avoir certains types de travailleurs à la fin de la partie. On va avoir les bateaux, faire du commerce, très important le commerce dans ce jeu-là, parce qu'on ne peut pas tout construire, comme je disais, ça ne sert à rien de construire toutes les usines, ils ne donnent pas de points. Donc il faut trouver un juste milieu entre les échanges et nos constructions à nous. Il y a aussi des bateaux pour l'exploration, justement, aller chercher des nouvelles tuiles de Ancien Monde et de Nouveau Monde pour créer des nouvelles industries. Vraiment un jeu super, très bien fait, bien basé sur le jeu Anno 1800. On a vraiment un bon feeling de jeu. Je trouve Martin Wallace m'a vraiment surpris. Comme j'ai probablement déjà dit, avec lui, c'est soit un hit ou un miss. Soit j'aime ce qu'il a fait, soit j'aime pas ce qu'il a fait. C'est tout le temps un auteur que je suis ambivalent à aller vers ses jeux parce que je sais pas si ça va être. Mais j'ai toujours une chance que j'aime beaucoup, il y a toujours une chance que j'aime beaucoup moins. Donc, Anno 1800, c'était de super belles expériences. C'est ça, je vous en reparle quand je joue à plusieurs. Ensuite de ça, j'ai continué ma petite campagne en solo de Rolling Ram. Rolling Ram en solo, c'est un jeu qu'on va faire comme une espèce de mini-pot de 18 trous. Donc, on a à chaque trou, c'est un challenge qu'il faut réussir en le moins de essais possibles. Et un challenge, c'est toujours 3 cartes mixées ensemble. Ils nous disent 3 cartes. Et il faut réaliser un certain nombre de points, dépendant de notre niveau de difficulté. Et ils sont vraiment pas faciles. Le dernier que j'ai fait, justement, que j'ai même pas réussi en 5 essais, j'étais tout près. Je pense qu'il fallait que je fasse 14 points. J'étais arrivé à peut-être 13 points quelque chose. Vraiment super agréable Rolling Ram. Sérieusement, quand je veux sortir un petit jeu rapide, mettre en place, sors les 3 cartes, sors les 2 dés, le crayon, le petit chiffon, puis t'es parti. Là, c'est pas... les règles sont simples aussi de chacune des cartes. T'as même pas à aller vérifier quoi que ce soit. Là, ça se joue vraiment très bien, très rapidement. Rolling Ram, si vous êtes amateur des jeux de Stonemaier Games, je
pense que ça vaut vraiment la peine. Que ce soit la version anglaise ou française, on s'entend, la version anglaise est beaucoup moins chère que la version française. Et c'est sûr qu'il y a un peu de texte, là, si vous jouez avec des gens, les règles de chacune des cartes sont indiquées dessus. Donc, c'est sûr que si vous comprenez zéro l'anglais, ben, allez-y pour la version française. Là. Mais il y a quand même du texte malgré tout. Là. Mais si vous êtes à l'aise dans les deux langues, ben, la version anglaise va être quand même plus abordable côté production. Donc, parce que ça reste la même production dans les deux cas. Donc, Rolling Rams. Ensuite de ça, j'ai essayé le très complexe, ben, pas si complexe que ça, Mur d'Adrien, un flip and write, un tourne et écrit de 1 à 6 joueurs, mais sincèrement, je pense pas que je... Ben, vous pouvez jouer à 6 joueurs, mais c'est juste que c'est une expérience solo. Si vous allez être 6 à jouer en solo. Donc, si vous aimez ça, ce concept-là, ben, il n'y a aucun problème, parce que plus ou moins d'interaction, un petit peu d'échange, mais vraiment pas grand-chose. Puis on fait vraiment, dans le fond, le jeu, on flippe une carte, on prend des ouvriers, et là, on commence notre machine à faire « OK, je vais le mettre lui là, ça va me donner une autre ressource ici, tac, tac, tac. » Fait qu'un tour de jeu peut durer facilement 5-10 minutes à juste faire des échanges comme ça, cocher des cases sans vraiment parler à d'autres gens. Puis après ça, à la fin d'une manche, ben là, il y a comme des attaques qui arrivent. Fait que là, il faut se protéger contre ces attaques-là dans nos constructions qu'on va faire de notre mur. Et ça va avoir des petits malus si jamais on s'est mal protégé, des bonus si on s'est bien protégé. Mais il y a vraiment toutes sortes de choses qu'on va faire dans le mur d'Adrien. Il y a les 5 espèces de personnages qu'il faut aller influencer, puis eux vont nous permettre de débloquer plein de choses. On peut pas tout faire, fait que là, j'étais peut-être 2 ou 3 parties. Je pense que j'en ai fait 3. 3 parties. Je suis plus certain. Et à chaque fois, j'essaie des stratégies, j'essaie des personnages différents, mais des fois, je m'étale un peu trop, puis là, c'est difficile. Puis là, j'ai commencé l'espèce de campagne qui est disponible, là, qui est officielle, qui a été faite par l'auteur, là, qui a comme une dizaine de scénarios. Là. Ben, scénarios, c'est des objectifs à chaque partie. Comme premier, c'est de faire 70 points et de construire toutes les sections de mur. Fait que tu es obligé de faire tout le mur, fait que tu n'as pas le choix d'aller vers ça. Et après ça, tu t'organises pour essayer de faire 70 points, ce qui est quand même pas facile à faire, 70 points. J'ai pas encore trouvé la twist après quelques parties. Fait qu'il y a quand même. C'est un jeu qui prend. La première partie est quand même assez intimidante. Là. Il y a tellement d'options que tu fais juste bon, je vais essayer des choses, je vais focusser sur une affaire, ça va être sûrement pas si pire. Et je pense que ça a été ma meilleure la première partie parce qu'on dirait que je savais pas trop où enligner. Fait que j'ai juste focusé sur une affaire, puis c'était peut-être pas une mauvaise idée comme ça. Quoique je pense que j'avais fait quelques erreurs de règles, fait que c'était peut-être pas très, très judicieux comme résultat, comme score. Pas judicieux, mais justifiable. Donc, Mur d'Adrien, vraiment, moi j'ai apprécié. C'est sûr que si vous aimez les jeux plus d'interaction, je n'irai pas vers ça. Mais si vous aimez les roll and write, flip and write, si vous aimez les combos, faire des bonus, débloquer des choses avec d'autres choses, c'est sûr que vous allez aimer ça. Il y a vraiment un beau casse-tête derrière ça. Ça ressemble à ça. C'est un gros casse-tête dans le fond qu'on se fait soi-même pour essayer de faire le plus de points. Mais c'est ça qu'avec les challenges, c'est toujours plus intéressant. Ça donne des directions puis tu fais OK, là, il faut que je fasse ça. Puis après ça, il faut que je fasse tel nombre de points. Puis en plus, si tu fais il y a comme un bonus. Si tu réussis à faire telle condition, bien là, ça va te donner un bonus pour la deuxième étape. Et là, ça, c'est quand même intéressant. Ça va te donner des choses bonus pour le prochain challenge. Donc, Mur d'Adrien, vraiment une belle... j'ai pas été déçu. J'ai pas été déçu. J'avais des bonnes attentes. Et là, j'ai le goût de refaire d'autres parties. C'est sûr que c'est pas le jeu que tu sors et tu es un peu fatigué parce que le cerveau va te brûler, tu ne seras pas très efficace. Je sors plus Rolling Ram dans ce cas-là. Mais lui, c'est une heure de devant toi, puis tu es un petit peu plus frais et dispo. Ça a bien de l'allure. Donc, Mur d'Adrien. Et je pense pour une xème semaine de suite, je vous parle encore de Welcome to the Moon parce que je continue. Je continue la campagne en solo. J'en ai fait 6 sur les 8.
D'ailleurs, la partie que j'ai fait, la quatrième, est disponible sur la chaîne si vous allez voir ça. C'est toujours super intéressant à chaque fois, on découvre de nouvelles choses. Je vous dirais pas que j'aime toutes les cartes. Il y en a que je pense que la sixième, ben quoi que je pense que la sixième, c'est plus le fait que je trouve la première partie est comme un peu mêlante, t'es pas sûr de ce que tu vas faire, puis là j'ai comme compris au milieu de la partie, ok, je me tire dans le pied là. Fait que puis il a fallu que je la rejoue une deuxième fois, mais bon, là, je vais passer à la prochaine quand même, parce que le jeu veut pas, on passe quand même d'une étape à l'autre pareil, on bloque pas sur les différentes étapes, même si on est en mode campagne, c'est quand même pour découvrir, etc. J'ai hâte de voir la suite quand je vais faire la deuxième fois la campagne, qu'est-ce qui va arriver, etc. Je suis quand même très curieux. Donc, je poursuis ça. J'adore encore. Facile à jouer. Les automas sont le fun. On peut moduler le niveau de difficulté en fonction de si on gagne ou on perd. Toujours intéressant. J'ai encore de la misère à passer Margaret. J'ai toujours de la misère à la battre au troisième niveau. Je suis toujours pas très loin. Donc, Welcome to the Moon. Vraiment pour moi. Super agréable à sortir là, un petit soir de semaine. Facile à sortir. C'est sûr qu'il y a toujours un petit peu quelques pages de 2 pages de règles à lire là, quand tu veux faire une nouvelle carte. Là. Si ça ne te tente pas de lire des règles, c'est sûr que je ne sors pas lui. Mais une fois que je vais avoir, il m'en reste 2 à faire. Fait qu'une fois que je vais faire les 8, après ça, je vais être capable de facilement toutes les rejouer sans trop de problèmes. Donc, welcome to the moon. J'ai encore fait des parties de ça dans les dernières semaines. Ensuite de ça, j'ai joué à Fantastic Factories. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs, donc j'ai joué en mode solo. C'est un jeu que j'ai hâte de jouer à plusieurs, parce que le mode solo, il est intéressant, mais je suis encore ambivalent. Même à matin, j'ai repensé, parce que j'ai joué hier soir, puis il est assez basé sur la chance, veut pas, mais malgré tout, ça nous met de la pression de notre côté. Parce que le but de notre côté, c'est de faire soit 10 cartes ou produire 12 ressources. Mais les cartes valent des points, mais il y en a qui ne valent pas de points. Donc, c'est pas nécessairement intéressant de juste aller faire une course aux cartes parce que le but, c'est quand même de produire une machine, une construction de tableau qui fait beaucoup de production de goods. Et les goods, c'est 1 point par ressource. Donc, c'est vraiment ça le concept de jeu. Et la 10e carte déclenche la fin de partie, mais on décide un peu quand on veut déclencher la fin de partie, parce que l'automa, lui, c'est quand il va avoir 12 ressources aussi, donc on peut voir un peu la façon qu'il s'enligne. J'ai laissé au mode le plus difficile hier, j'ai perdu par 2 points, mais les lancers de dés que j'ai fait pour lui n'étaient pas très à son avantage, donc il a fait probablement le moins bon score possible, quasiment. Parce que quand on lance les dés, c'est dépendant du nombre de cartes qu'il y a d'accumuler de chacune des couleurs qu'il va faire des ressources. Et donc, si on tire toujours des 6, il n'y aura pas des très grosses productions qui va se faire de son côté. Donc, ça nous donne plus de temps. Mais c'est comme je dis, c'est pas parce que il prend plus de temps. Tu sais, je trouvais qu'il y avait. J'étais là, bon, c'est sûr que je vais gagner. Finalement, j'ai pas gagné pareil. Donc là, je me suis rendu compte, OK, ben, peut-être qu'il faut vraiment que de mon côté, je sois très optimal dans ma production de ressources, dans les cartes que je veux jouer, etc. Donc, c'est vraiment un casse-tête pour nous. Mais ça reste que j'ai hâte de jouer à plusieurs. Je pense qu'il va être encore plus intéressant. Parce que le solo, il est plus un feeling de battre ton meilleur score que de vraiment jouer contre un automa. Mais même encore là, l'automa, c'est beaucoup la chance. Fait que c'est plus de la pression sur optimisation de ta machine. Essayer de jouer ta meilleure partie possible. C'est un peu plus comme ça que je le vois que vraiment se battre contre un automa. Jusqu'à maintenant. J'avais déjà joué une partie par le passé là, sur Tabletopia. J'avais joué une partie de ça. J'avais eu le même feeling, mais là, j'ai rejoué une autre partie. J'ai eu le même feeling. La première partie que j'ai joué avec ma boîte, j'ai eu le même feeling que la première fois que j'avais joué. J'étais comme, ah, il me semble, le Thomas, pas certain. Puis là, hier, j'ai fait une autre partie. Puis là, j'ai, OK, peut-être. Puis là, le matin, ah, OK. Fait que là, je vais en refaire d'autres parce que j'aime vraiment le cœur du jeu. Si j'exclus le Thomas, c'est pour ça que j'ai hâte de jouer à plusieurs. Les combinaisons sont vraiment le fun de faire, OK.
là j'ai telle carte, ok, je peux, avec mes dés, ok, je peux aller chercher d'autres cartes pour peut-être m'aider à aller prendre des meilleures cartes. Il y a quand même de la chance, veut pas. Mais on a toujours des cartes visibles, on a le droit d'aller chercher une gratuitement. Fait que là, peut-être ça se combine bien avec les cartes qu'on a en main. Il faut essayer de vraiment produire des machines qui vont être intéressantes. Oui, il y a de la chance aussi avec les dés, mais il y a les cartes rouges qui permettent de modifier nos valeurs de dés. Et des fois, ça nous aide quand même pas pire de construire des cartes rouges, mais ils valent 0 point. Fait que tu sais, il faut quand même pas trop en faire non plus. Fait que c'est un peu tout ça qui est super intéressant dans Fantastic Factories, 45-60 minutes. Ça a bien de l'allure en solo, c'est 30 minutes, c'est terminé. Là. Ça joue quand même très bien. Donc, super, je suis content de l'avoir pris. Malgré, je me souviens que mon souvenir n'était peut-être pas le plus. Je me souviens que j'avais eu du fun, mais ça m'avait pas marqué plus que ça. Mais souvent, c'est l'effet de jouer justement sur une plateforme en ligne. Des fois, c'est moins. T'as moins le feeling des cartes, etc. T'as moins la sensation de jeu qui est plus intéressante de manipuler les éléments, de faire OK, là, je produis telle ressource, etc. Quoique sur Tabletopia, tu manipules tout, mais des fois, c'est pas toujours fluide. Donc, ça rend les parties plus longues. Fait que là, ici, très intéressant pour Fantastic Factories. Je me suis pris aussi l'extension. Subterfuge, mais je ne l'ai pas encore essayé. Il y a l'autre extension qui m'intéresse aussi, que je vais voir, mais je vais commencer par Subterfuge, qui, elle, est plus dans la confrontation. Ça ajoute de l'interaction entre les joueurs, qui peut être intéressant, mais je suis moins dans ce style-là habituellement. Mais je vais voir au niveau solo aussi que ça peut jouer. Qu'est-ce que ça va ajouter aussi? Ça m'intrigue aussi, donc pour Fantastic Factories. J'ai joué aussi à 2 petits jeux plus ambiance avec ma conjointe. Donc, lanceur de discussion. Ici, c'est la version romance. Mais version romance, c'est plus une version, je vous dirais, plus pour... c'est des questions pour apprendre à se connaître. Un peu plus, des fois, ça peut venir sortir certaines choses quand tu étais plus jeune, etc. Des choses que tu n'as peut-être jamais parlé avec ta conjointe. Parce que ça n'a jamais donné comme ça. Fait que c'est quand même assez intéressant. Jusqu'à maintenant, il y a certaines questions qu'on fait un peu, bon, c'est un peu n'importe quoi. Puis il y a d'autres questions, c'est des bonnes questions quand même. Fait que ça permet de lancer des discussions. Il y a plusieurs thèmes. Il y a débat, l'original, party, soirée en filles, etc. Donc il y a plusieurs versions de ce petit jeu lanceur de discussion qui peut être assez intéressant. Ça amène à réfléchir, à avoir certaines discussions. Donc, voilà pour ça ici. Mais c'est pas un jeu qui fait. On fait pas de points, là. C'est vraiment juste un jeu pour avoir des discussions. Des fois, on est à court d'idées, fait que ça nous part sur certains sujets. J'ai aussi joué, là, on l'a joué à 2. C'est sûr, c'est un jeu qui va être plus intéressant à plusieurs, mais c'était quand même le fun à 2 pareil. Olé Guacamole, c'est tellement simple comme jeu, mais moi, j'étais pas très bon parce que ça peut pas être plus simple que ça. Là. On rajoute des lettres à chaque fois. Dans le fond, on va tourner une carte qui va être une lettre. On va dire un mot qui ne contient pas cette lettre. Bon, moi, comme de fait, je vois une lettre sur la table, j'ai juste cette lettre-là en tête, fait que je trouve juste des mots avec cette lettre-là. C'était comme 12 secondes pour répondre. Fait que là, tu essaies de trouver un mot. Après ça, il faut que, bon, si tu trouves un mot, c'est bon. On tourne, l'autre joueur va tourner une nouvelle lettre et va trouver un mot en lien avec le mot que tu as dit et qui ne contient pas les 2 lettres qui sont présentes ou plusieurs lettres. Des fois, il y a des tranches d'avocats qui ont plusieurs lettres. Et donc, tout ça va mener jusqu'à temps que quelqu'un fasse une erreur et il va prendre toutes les tranches d'avocats. Le but, c'est d'avoir le moins de tranches d'avocats à la fin de la partie. Donc, à 2 joueurs, c'est vraiment juste un petit duel. Mais ça marchait super bien à 2 joueurs aussi. Puis, on a eu bien du fun à quel point j'étais mauvais. J'ai tellement souvent sorti des mots très confiant et la lettre était très présente sur la table. Donc, j'étais comme, ouais, c'est pas. Mais c'était très agréable. Donc, olé guacamole.
Alors, ça fait le tour de mes dernières parties dans les dernières semaines. Et là, on s'en va voir dans le fond. Je tourne maintenant un segment qui s'appelle du neuf et des retours pour la boutique. Donc, dans lequel je parle des nouveautés. Ce que je faisais déjà ici, mais je vous les présentais très rapidement, on s'entend. Je passais la boîte, je disais peut-être 2-3 mots sur la boîte, etc. Mais là, vous allez avoir plus d'informations. Je prends le temps d'environ parler à peu près 1 minute par jeu, des fois 1 minute et demie, par nouveauté que j'ai reçue. Donc, je vous présente ça. Ça va être un autre segment que vous allez voir. Donc, l'actu ludique va être rendu un, un ramassage de plusieurs segments pour en faire une espèce de bulletin de nouvelles. Je trouve que ça fait vraiment ce petit feeling-là, un peu de topo, qui peut être assez intéressant. Et donc, sur ça, ben là, je vous envoie à ce segment des nouveautés qui sont présents à la boutique. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau segment vidéo qui s'appelle Du neuf et des retours. Donc, je vous présente les nouveautés qui sont arrivées à la boutique tout dernièrement, ainsi que des retours en stock aussi attendus. Donc, ce qui se présente dans notre fameux présentoir ici de nouveautés. Alors, je vais commencer avec Recto Verso, qu'on a reçu hier, le 27 janvier. Donc, Recto Verso, c'est un jeu qui nous demande de la communication, de la collaboration, de la rapidité. En fait, on va tenter de construire un bâtiment, mais chacun des joueurs, donc ça joue en équipe de 2, on va avoir chacun un côté de la façade du bâtiment. Donc, on va seulement avoir un côté. Donc, il faut communiquer pour placer les bonnes pièces au bon endroit le plus rapidement possible pour battre les autres équipes. On peut également jouer à 2 joueurs pour faire un meilleur temps possible. Donc, recto verso, c'est ce que ça nous offre. On voit aussi la boîte vraiment, elle est recto verso. Donc, le concept est là partout. Donc, c'est un jeu de 2 à 6 joueurs, 8 ans et plus, trentaine de minutes par partie. Donc, un petit jeu temps réel de construction, communication de bâtiment. On a également Monkey qui lui est sorti il y a environ 1 à 2 semaines. Je ne me souviens plus exactement. De mémoire, c'est la semaine passée. Donc, Monkey, c'est un jeu pour 2 joueurs uniquement. Donc, c'est un jeu de 2 joueurs pour des joueurs âgés de 7 ans et plus. C'est environ une quinzaine de minutes par partie. On va avoir des magnifiques petites figurines de singes chacun pour déplacer sur un plateau de jeu. Donc, le plateau de jeu va être formé au début de la partie. On a de différentes façons de le former. Et le concept de jeu, ça va être de se déplacer pour aller chercher des fruits dans les différents genres et paniers. Je ne me trompe pas. Et en fonction de ce qu'on va révéler, si on révèle 2 fois le même fruit, ça termine notre tour, donc on ne pourra pas les collecter. Si jamais on tourne des fruits différents, mais là, on va pouvoir les ramasser. Et le but, c'est de ramasser les 8 fruits différents pour gagner la partie, ou les 4 fruits d'or. Les fruits d'or, on va aller les récupérer dans les coins. Autre façon d'aller chercher les différentes ressources. Donc, c'est un petit jeu de pousser sa chance et de, bien sûr, rapidité pour aller collecter les fruits. C'est pas en temps réel, c'est vraiment en tour par tour. Mais Monkey à 2 joueurs, donc c'est ce que ça nous indique ici. Un jeu de Flying Games. On a également de retour en stock en version anglaise, le fameux Dune Imperium. Il y en a beaucoup qui venaient à la boutique qui me demandaient est-ce que tu as le Dune, j'en ai d'autres versions, j'ai Dune All Secret à la boutique, Dune Betrayal, donc on a plusieurs versions de Dune, le Dune version film pour les conquêtes, mais le monde y cherche bien évidemment Dune Imperium qui a fait beaucoup parler dans les dernières années depuis sa sortie. Et là, il est de retour. En fait, il n'a jamais été à la boutique. Donc, ben là, il est de retour dans les boutiques en général. Et bien sûr, ici, à la pioche. Donc, Dune Imperium, jeu de deck building, donc construction de paquets, et de placement de travailleurs. Il y a aussi de l'influence à aller chercher dans différentes pistes, dans les différentes factions, différentes maisons qu'on va aller influencer. On va chacun avoir un personnage de départ,
c'est pas une très grande asymétrie, on a juste un petit pouvoir spécial. Il n'y a pas grand-chose d'asymétrique à part ça. Et on va vraiment se battre pour aussi, il va y avoir des conflits, bien évidemment. Et là, notre armée, à chaque tour, il y a des conflits, mais c'est pas toujours intéressant d'y aller à chaque tour parce qu'on n'aura pas assez d'armée pour le faire. Donc, il faut choisir ses combats. Des combats souvent pour des points de victoire, des points de victoire qui sont très difficiles à aller chercher. Pour le premier qui sera en 10 points, ça déclenche la fin de partie. Il y a des points de victoire à aller chercher dans les différentes pistes. On peut s'y faire voler, dépendant de comment on est en première position dans les différentes pistes. Il y a des cartes, je ne me souviens plus leur nom, mais c'est des petites cartes, je pense que c'est Intrigue, qui elles peuvent changer, avoir des petits bonus, quand même très intéressantes aussi. Donc, Dune Imperium de retour en boutique, jeu de Dire Wolf, je ne l'ai peut-être pas mentionné, c'est un jeu de 1 à 4, je ne me trompe pas, ouais, 1 à 4, 60 à 120 minutes, donc un jeu quand même plus long pour des joueurs âgés de 13 ans et plus. On a reçu également, je vais en parler très très rapidement parce qu'il est déjà, les 2 copies que j'ai ici sont déjà vendues, il faut que j'aille les poster tout à l'heure. Donc c'était l'extension en fait du Upgrade Pack, donc pour avoir des miniatures, etc. Je vais en remettre d'autres en commande, mais pour l'instant c'est en rupture de stock également chez mon fournisseur, donc j'en ai malheureusement pas assez commandé, mais bon, ça va revenir, c'est sûr. Donc, c'est vraiment, on ajoute les miniatures au lieu des petits cubes pour l'armée, des miniatures pour se déplacer, des différentes factions. Donc, c'est ce qu'on a dans le Upgrade Pack, donc ici, qui était pour Dune Imperium. Et pour terminer ce côté-là, on va se promener vers un autre côté après. Donc, c'est Virtue, l'art de gouverner, donc la version française du jeu, édité par Super Meeple, qui est un jeu pour des joueurs âgés de 14 ans et plus. On parle d'environ 30 minutes par joueur, donc 1h30 à 2 heures à peu près par partie, parce que c'est un jeu de 2 à 5, probablement plus conseillé à partir de 3 joueurs. Je ne voudrais pas m'aventurer trop, mais il y a un jeu quand même il y a quand même la conquête de territoire à faire, donc souvent c'est plus intéressant qu'on ait plus que 2 dans ce genre de jeu-là. Il y a des mécaniques très intéressantes on va avoir une espèce de roulette d'action où on va pouvoir placer des cartes pour changer les actions des différentes salles et on va déplacer à chaque saison notre marqueur de 1 ou 2 cases. Il y a moyen de l'avancer plus que ça aussi. Et en fonction des différentes actions qu'on va pouvoir faire, mais on va pas pouvoir soit aller sur une piste de pouvoir, de prestige, qui déclenche la fin de partie quand on sera au bout. On va pouvoir avancer, pas avancer, mais conquérir plus de territoire sur le plateau. Ça aussi, c'est une autre condition de fin de partie quand toutes les villes sont conquises. Il y a façon de le faire diplomatiquement ou de le faire militairement. Donc, il y a différentes façons. Il y a du commerce qu'on peut faire également. Donc, vraiment beaucoup de choses qu'on va pouvoir faire dans Virtue. Donc, j'ai mentionné toutes les informations. Donc, Virtue, lui, un jeu qui m'intéresse quand même beaucoup pour les amateurs de jeux plus euro, mais avec un aspect quand même guerre, contrôle de territoire, qui est quand même toujours intéressant, pas trop présent, mais je trouve ça intéressant. Donc, Virtue. Alors, on poursuit avec un autre côté. Ici, donc, on a Streets. Streets, c'est un jeu en anglais, donc seulement la version anglaise pour l'instant. C'est un jeu dans le même format de boîte qu'un autre jeu qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle Villager. Ou Compagnon, si je ne me trompe pas, en français. Donc, probablement qu'on va voir arriver éventuellement. Street en français également. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs qui va durer d'environ ici, d'environ 30 à 60 minutes pour des joueurs âgés de 13 ans et plus. Donc, c'est un jeu dans lequel on va avoir du placement de tuiles. Donc, tout simplement, on va construire des rues. On peut, avec nos différentes cartes, dans le fond, chacune des cartes
rue avec des bâtiments qu'on va construire, va attirer soit des personnages, des occupants, des jetons de propriété, etc. Donc, et chaque tuile va avoir des conditions de pointage. Et lorsqu'on ferme des rues, c'est-à-dire qu'on va mettre des rues à la fin, pas perpendiculaire, perpendiculaire aux autres rues, on va fermer cette rue-là. Donc, quand les rues sont fermées, c'est là qu'on fait des points. Les rues qui ne sont pas fermées à la fin de la partie, celles-là valent la moitié des points. Donc, le but, ça va être vraiment de faire nos configurations pour vraiment fermer le plus de rues possible et faire les points à 100% durant la partie. Donc, un petit jeu de placement de tuiles relativement simple, très intéressant. J'aime vraiment le concept de Streets qui nous est présenté. Ensuite de ça, on a reçu l'extension pour Onitama Light and Shadow. Donc, c'est la troisième extension pour Onitama. Et c'est une extension qui permet, dans le fond, d'avoir les ninjas. Les ninjas, dans le fond, ce sont des pièces qui se déplacent furtivement, de façon cachée. Et il y a deux façons de jouer cette extension-là. Soit vraiment, chacun des personnages va avoir un ninja qui va pouvoir déplacer de façon cachée. Et parce que dans Onitama, normalement, on joue des cartes, on voit quand même les mouvements des adversaires. Donc, le ninja ajoute vraiment une autre profondeur au jeu. Et on peut jouer aussi un côté normal, donc façon de base du jeu, donc un master avec ses étudiants pour se rendre de l'autre côté. Et l'autre côté, ça va être l'équipe des ninjas. Donc, une autre façon de jouer, une autre façon de revivre le jeu Onitama, donc Light and Shadow. Ensuite de ça, on a reçu également, il y a quelques semaines, Camelot Off-Season, donc hors saison, Camelot hors saison, version anglaise et française. Ici, c'est un jeu de 8 ans et plus pour 3 à 5 joueurs, 45 minutes. Donc, c'est un jeu dans l'univers de Camelot, mais c'est comme pour représenter qu'est-ce que font les marchands de chameaux. Et quand ils ne font pas des courses de chameaux, ben, ils vont chercher des marchandises. Donc, c'est ce qu'on a dans Camelot hors saison. Donc, c'est un jeu d'enchères, de collecte de marchandises et de revente de marchandises pour l'argent. Et il y a un concept dans les marchandises qu'on va aller acheter, qu'il y en a qui vont être certaines, qui vont être cachées. Et lorsqu'on empile trop de ressources sur nos différents chameaux, donc on a une capacité 3, 4, 5 et 6, si on a plus de ressources que la capacité du chameau, on va perdre ces ressources-là, on ne pourra pas les vendre. Et à chaque tour, on a le droit de vendre une des ressources de toutes les ressources d'un seul chameau. Donc, il y a une gestion comme ça qu'on va devoir faire, une prise de risque qu'on prend avec les enchères en achetant plus de cartes, moins de cartes, etc. Donc, présente un bel univers encore dans Camelot hors saison, donc assez différent de l'autre, mais semble tout aussi intéressant. Et finalement, on a aussi Bitoku, qui est un jeu un jeu très lourd, un jeu dans un univers d'esprit japonais. C'est un jeu avec des placements de dés, mais c'est des dés qu'on ne brassera jamais. Donc, c'est des dés, dans le fond, qui vont avoir une certaine puissance. Et le principe de ces dés-là, c'est qu'on va les amener dans différentes actions pour soit aller faire du pèlerinage, qui va nous donner des points. C'est vraiment un jeu de salade de points. Quand je dis salade de points, c'est que tout ce qu'on va faire va nous donner des points, puis on va finir avec beaucoup de points à la fin de la partie. Il y a des esprits, des espèces de libellules qu'on va mixer ensemble, qui va nous donner des points, nous donner des bonus, des cristaux aussi, pour des bonus récurrents dans la partie, pas nécessairement des points, mais des bonus récurrents, des bâtiments qu'on va construire, qu'on va posséder, que si les autres joueurs les utilisent, ça va nous rapporter certains bonus. Il y a des cartes aussi de chemin, des cartes de chemin qu'on va faire, des cartes spéciales aussi qu'on va pouvoir jouer à notre tour de jeu pour faire des actions. Ça ressemble pas mal à tout ça. Il y a des cartes de vision aussi qui sont des petits objectifs à accomplir. Et on va aussi avoir les dés il faut traverser la rivière. Puis quand on traverse la rivière, il faut baisser la valeur de notre dé. Et notre dé va revenir après ça dans la manche. Donc, on va toujours perdre une valeur de 1, sauf si on joue des 6.
Là, ils vont perdre une valeur de 3 parce qu'il faut qu'ils viennent des 3 et qu'il y a comme toute une gestion à faire dans Bitoku. Un jeu assez lourd au niveau des règles aussi, au niveau du poids de la boîte. Donc, beaucoup de matériel. C'est un jeu qui est, comme je mentionnais, Anno était bien pour la gestion des ressources. Là, on a un petit peu plus de jetons à mettre en place, disons, pour démarrer une partie. Donc, je ne l'ai peut-être pas mentionné, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 120 minutes par partie, et pour des joueurs âgés de 14 ans et plus. Pour le mode solo, pour ceux que ça intéresse, on joue contre un automa, une espèce de charte qui va faire différentes actions, qu'on va tenter de battre son score, de battre le score de l'adversaire. Alors, on poursuit le tout avec, ici, j'ai Summoner's War. Donc, Summoner Wars, c'est un jeu pour 2 joueurs. C'est la version anglaise du jeu. C'est la nouvelle édition. Deuxième édition, donc le starter set, la boîte de départ. On va ici avoir les Tundra Hawks contre le Phoenix Elves. C'est un jeu, dans le fond, de duel à 2 joueurs avec des cartes sur un plateau. On va, dans le fond, faire des combats, on va se déplacer et on va attaquer, donc, dans le but d'éliminer, bien évidemment, l'adversaire. Donc, ça va être un jeu tactique, un jeu de construction de paquets qu'on va faire au début de la partie pour avoir notre meilleur paquet de cartes possible, nos meilleurs personnages possibles. C'est un jeu qu'on va pouvoir rajouter des cartes éventuellement avec d'autres extensions. Et un jeu de 9 ans et plus pour 2 joueurs, comme je mentionnais, 40 à 60 minutes pour chacune des parties. Donc, c'est Summoner Wars, le Starter Set. Ensuite de ça, on a reçu de retour en stock New York Zoo. En fait, c'est un jeu, ça fait longtemps que j'avais mis en commande, il n'était pas disponible lorsque j'ai ouvert la boutique. C'est un jeu qui était très demandé. C'est un jeu édité par Super Meeple pour la version française, un jeu du célèbre auteur M. Rosenberg, qui nous a fait Patchwork, Agricola, Caverna, etc. Il y a pas mal de stock à son actif et souvent des mécaniques. Il aime beaucoup les placements de tuiles et il aime beaucoup aussi les animaux, faire naître des animaux, etc. Donc ici dans New York Zoo, on va avoir ces 2 mécaniques-là reliées ensemble, c'est-à-dire on va déplacer un éléphant sur une espèce de piste ici d'action pour aller chercher soit des tuiles, soit des animaux et on va avoir notre carte de zoo à remplir avec différents animaux, différents enclos. Chaque enclos peut avoir un type d'animal. Et donc, soit à notre tour, on va aller soit chercher des tuiles pour faire des nouveaux enclos. Et à chaque fois qu'on va chercher des nouveaux enclos, il faut placer au moins un animal dedans. Et donc, on peut le placer de notre plateau ici, notre réserve, on va dire, ou de notre tuile. Et on va aussi pouvoir aller chercher des animaux avec les autres actions possibles. Et également, certains endroits vont faire naître des nouveaux animaux. Donc, dès qu'on a au moins 2 animaux du même type dans l'enclos, on va pouvoir faire un nouvel animal quand on passe par-dessus certains endroits. Le but étant de remplir au complet notre parc. Et il y a même des façons, en remplissant totalement un enclos, d'aller chercher des tuiles spéciales d'attraction qui vont permettre de remplir plus rapidement. Donc, New York Zoo, ça ressemble à ça. C'est 8 ans et plus, 1 à 5 joueurs, 30 à 60 minutes. Donc, assez, pas abordable, mais assez, assez facile d'apprentissage, très intéressant. Peut être joué avec les enfants aussi. Donc, New York Zoo. On a reçu aussi également l'extension, autant en français qu'en anglais, pour Tapestry, art et architecture. Cette extension-là ajoute au jeu, dans le fond, une nouvelle piste des arts. Va ajouter aussi des nouveaux bâtiments, des nouveaux monuments, des nouvelles cartes de capitale, de niveau avancé, donc différentes cartes spéciales de capitale, des tuiles d'inspiration aussi. On va pouvoir modifier nos plateaux personnels avec des nouvelles façons de collecter des ressources, faire des points, etc. On va avoir aussi des nouvelles cartes de fresques, de technologie et aussi d'autres civilisations qui viennent s'ajouter. Et des cartes chefs-d'œuvre aussi, donc un nouvel ajout avec cette extension-là pour Tapestry, art et architecture. De retour encore également pour une autre
une autre fois, une dernière fois, Expédition Leaders pour Lost Ruin of Arnak. Donc, on a reçu d'autres copies. C'est parti très rapidement la première fois. Les 2 premières fois, en fait, que j'en ai eu. Et là, c'est la dernière fois que je vais en recevoir avant, on ne sait pas quand. Donc, ça rajoute les différents leaders, donc un aspect un peu plus asymétrique. Pour Lost Ruin of Arnak, ça va ajouter aussi des nouveaux temples à explorer. Donc, ça change les différentes pistes. Des assistants, des nouveaux leaders, des nouveaux items. Donc, plein de choses dans cette petite boîte-là pour Lost Ruin of Arnak, qui est un jeu qu'on a d'ailleurs encore en boutique en version anglaise et en version française. Donc, on termine avec l'autre côté. Je suis allé chercher les boîtes parce que là, ça devient difficile de se déplacer avec le micro. Donc, on a Valeria Card Kingdom, donc la version anglaise, la nouvelle édition, donc 2e édition du jeu qui vient d'arriver. C'est un jeu dans lequel on va, premièrement, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, donc on peut jouer en mode solo également, âgé 10 ans et plus, et 30 à 45 minutes. Il y a peu de texte, donc dans le jeu, c'est beaucoup des icônes, donc assez intéressant même si c'est une version anglaise. C'est un jeu dans lequel on va aller chercher soit des nouveaux villageois pour faire des ressources, produire des ressources. Il y a un concept aussi de dés qu'on va lancer qui va produire des ressources en fonction des chiffres. Donc un peu à la Catan, veut pas. Ça fait penser à ça quand on lance 2D production. Donc ça va faire produire nos cartes. Et on va aussi avoir des bâtiments qu'on va pouvoir aller chercher en fonction des personnages des villageois qu'on a récupérés. Et on peut aussi attaquer des monstres également pour des points de victoire aussi, des petits bonus, etc. Donc, c'est un jeu qui va être dans ce concept-là pour Valeria Card Kingdom. Désolé pour ça. Et on a aussi reçu les différentes extensions. Donc, même si vous avez la première version de Valeria Card Kingdom, vous pouvez ajouter les extensions qui sont compatibles. Ici, celle-là, on a Crimson Sea, qui est une extension, là je ne veux pas rentrer dans le détail, celle-là j'ai moins regardé. Donc Crimson Sea, on a Dark Sworn qui elle est une extension coopérative, donc pour jouer en coop à Valeria Card Kingdom. Et on a finalement l'extension Flames and Frost, donc des nouveaux ajouts. C'est pas mal des cartes qui vont s'ajouter tout simplement donc, dans ces différentes extensions-là pour Valeria Card Kingdom. Alors, c'est ce qui conclut cet épisode. J'espère que vous avez apprécié le segment nouveauté. Je sais que c'est un petit peu plus long qu'à l'habitude, mais bon, vous pouvez toujours aller à la vitesse que vous voulez. Il y a des time steps, donc vous pouvez vraiment voir les jeux qui vous intéressent dans les nouveautés pour en apprendre un petit peu plus. Et donc, sur ce, merci beaucoup d'avoir été là. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sonnez la cloche si vous voulez être avisé quand je sors des nouvelles vidéos. Et allez visiter aussi la boutique en ligne de La Pioche, donc boutiquelapioche.com. Et sur ce, on se revoit très bientôt. Bye bye!